Salut à tous et bienvenue sur la pause actu. Ici Théophile Pedrola et aujourd'hui on va parler d'une affaire qui défraye encore une fois la chronique, l'affaire dite de Grégory Villemain. Cela fait plus de 30 ans que les faits se sont déroulés et l'affaire vient de ressurgir de nulle part cette semaine. Seulement, pour les plus jeunes d'entre nous, cette affaire reste largement floue en raison des nombreux soubresauts de la justice. Donc arrêtons-nous et faisons le point sur cette affaire. À l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges, vit un couple, Christine et Jean-Marie Villemain. En 1980, ce couple a eu un enfant, Grégory Villemain. En 1983, Grégory a alors 3 ans et ses parents reçoivent régulièrement des lettres de menaces, parfois de mort, qui sont anonymes. En 1984, le 16 octobre vers 17h, Grégory est enlevé de le jardin de ses parents et il sera retrouvé un peu plus tard, en début de soirée, pieds et poings liés dans la Vologne à une dizaine de kilomètres en aval de la maison de ses parents. Toute l'affaire commence ici. L'enquête policière s'intéresse particulièrement à ces lettres de menaces et l'émetteur sera d'ailleurs rapidement surnommé le Corbeau dans les médias. D'autant plus que le jour même de l'acte, le couple Villemain sera destinataire d'une lettre postée juste avant l'enlèvement de Grégory. Sur cette lettre, il est écrit « Voilà ma vengeance, pauvre con ». Les premiers soupçons se portent sur Bernard Laroche, un cousin du père de Grégory. Pour la police, il serait jaloux de la réussite sociale du couple et se serait vengé en tuant leur fils. Les médias se déchaînent alors, parlant immédiatement de l'assassin Laroche. La comparaison des écritures, un foulage LB en bas de la lettre de revendication, ainsi que sa haine pour Jean-Marie Villemain, forge les soupçons des gendarmes. Mais il sera finalement libéré début 1985. Seulement, Jean-Marie Villemain, certain de sa culpabilité, annonce à la presse son souhait de tuer Bernard Laroche, menace qu'il mettra à exécution seulement un mois plus tard, en mars 1985. L'État avait alors refusé d'accorder une protection policière à Bernard Laroche. Le deuxième suspect principal dans cette affaire n'est autre que la mère de Grégory, Christine. En juillet de la même année, elle sera placée sous mandat de dépôt. Mais alors, pourquoi elle ? Une nouvelle étude des écritures l'accable, mais surtout, la découverte des mêmes cordelettes que celles utilisées pour tuer Grégory sont retrouvées dans sa cave. Une nouvelle fois, la presse se déchaîne et en fait la tueuse de son propre fils. Elle est finalement remise en liberté provisoire face à une insuffisance de motifs. Elle bénéficiera finalement d'un non-lieu en 1993 pour une absence totale de charge, événement rarissime, c'est une totale réhabilitation. Alors, l'affaire piétine, jusqu'en 2009 où un nouveau test ADN mené sur les lettres anonymes confond 2 personnes, un homme et une femme. Seulement, ces empreintes ne correspondent à aucun des 150 protagonistes de cette affaire. Pour le laboratoire chargé de l'analyse, cela est peut-être dû au temps passé qui aurait pu abîmer l'ADN, ces 150 personnes ne sont donc absolument pas disculpées. L'enquête réouverte cette année, la police a annoncé les mises en examen de Jacqueline et de Marcel Jacob, grande-tante et grand-oncle de Grégory. Ils sont soupçonnés d'enlèvement et de séquestration suivie de mort. Seraient-ils les 2 fameux corbeaux, les auteurs des lettres anonymes ? Ils nient actuellement toute implication, mais selon le procureur près de la cour d'appel de Dijon, l'une des 3 lettres manuscrites de 1983 implique, je cite, de manière évidente Jacqueline Jacob. Des termes utilisés lors des coups de téléphone anonymes sont en effet réutilisés par ce couple. De plus, Marcel Jacob dissimule, selon le procureur, ses antagonismes parfois violents avec les parents de Grégory. Tient-on ici le début de la fin de cet incroyable feuilleton judiciaire ? Toujours est-il que cette affaire aura passionné la France pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, les erreurs de l'État, qui a été plusieurs fois condamné. Tout d'abord pour inaptitude à remplir sa fonction en faveur de la femme de Bernard Laroche, puis pour faute grave en faveur des époux Villemain. Ensuite, en raison du déferlement médiatique contre les personnes accusées, qu'il s'agisse de Bernard Laroche ou de Christine Villemain, une erreur qui, heureusement aujourd'hui, n'est pas répétée par les médias. À l'époque, même l'auteur Marguerite Duras dans Libération accusa Christine Villemain avec cette phrase depuis restée célèbre « sublime, forcément sublime ». Interrogé par Ouest France, Alain Bauer, professeur de criminologie à Paris, explique pourquoi on se passionne pour ce drame. Je cite « Le fait divers, ce n'est pas seulement le meurtre de l'enfant, c'est la rumeur, les épisodes qui se succèdent, le corbeau qui relance l'affaire. Tout ça contribue au suspense. » Toujours selon Ouest France, de cette affaire ont découlé plus de 3000 articles de presse et une cinquantaine de travaux universitaires. Même le monde de la culture s'y est intéressé. On pourra souligner le livre de Philippe Besson, L'Enfant d'Octobre, qui lui aura d'ailleurs valu une condamnation pour diffamation. On pourra également citer un clin d'œil un peu morbide dans le film C'est arrivé près de chez vous avec Benoît Poelvoorde, que je vous laisserai découvrir par vous-même.
Voilà, vous savez l'essentiel de cette sombre affaire judiciaire, prêt à suivre sans relâche chacun de ses futurs rebondissements. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur la pause actu.